Je m'appelle Amanda, j'ai 32 ans, et ma vie entière a changé lors du dîner de départ à la retraite de mon père au printemps dernier. La salle de banquet scintillait de succès tandis que mon père, Richard, levait son verre en cristal. Mes vrais enfants sont ceux qui m'ont rendu fier, annonça-t-il sous les applaudissements. Puis ses yeux froids ont trouvé les miens à travers la pièce. Tu peux partir, dit-il, assez fort pour que tout le monde entende. L'humiliation m'a consumé alors que je me levais en tremblant, mais mon mari, Scott, s'est levé aussi. Ce qui s'est passé ensuite a redéfini la famille pour moi pour toujours. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez, et cliquez sur le bouton d'abonnement. Le moment où mon mari s'est levé cette nuit-là a tout changé, et je vous promets que vous voudrez savoir comment cela se termine. J'ai grandi à Brooklyn, une banlieue aisée de Boston où le succès n'était pas célébré mais attendu. Notre maison de style colonial, avec sa pelouse manucurée, semblait parfaite de l'extérieur. À l'intérieur, c'était une autre histoire. Mon père, Richard Harrington, n'était pas seulement un dirigeant de banque, c'était un homme qui mesurait l'amour en réussite et en déception. Ma mère, Hélène, était belle, silencieuse, et finalement impuissante face à la présence dominatrice de mon père. Elle me murmurait parfois des mots de réconfort après ses tirades, mais ne l'a jamais défiée ouvertement. Je l'ai perdue à cause d'un cancer du sein quand j'avais 20 ans, et avec elle a disparu le seul tampon entre les attentes de mon père et ma réalité. Mes frères et sœurs étaient tout ce que je n'étais pas. Jason, de 4 ans mon aîné, a suivi notre père dans la finance, diplômé de Wharton et grimpant rapidement dans une prestigieuse société d'investissement. Kimberly, de 2 ans ma cadette, est devenue chirurgienne cardio-thoracique, collectionnant les distinctions comme d'autres collectionnent les timbres. Ils étaient les enfants en or, les porte-drapeaux, ceux qui donnaient un sens à notre nom de famille, comme le disait souvent mon père. Puis il y avait moi. Dès l'enfance, j'ai été attiré par les livres et l'art, trouvant une évasion dans les histoires lorsque la vie réelle devenait trop dure. Je me souviens encore d'être assise à notre grand piano à queue noire brillant lors de mon récital pour mon 12e anniversaire. Des amis de la famille remplissaient notre salon, et je jouais les clairs de l'une ou deux Debussy. Mes doigts tremblaient sur les touches, et à mi-parcours, j'ai fait une fausse note. Juste une. Mon père s'est levé brusquement, a redressé sa cravate et est sorti. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de la porte d'entrée qui se fermait. J'ai terminé le morceau avec des larmes brouillant ma vision, mais je l'ai terminé. Ce moment a défini notre relation, une seule erreur suffisait pour être jugé indigne. L'université m'a apporté une liberté temporaire. J'ai étudié la littérature à Amherst, malgré l'insistance de mon père pour que je fasse une école de commerce. Tu gâches ta vie pour des contes de fées, m'a-t-il dit quand je lui ai montré ma lettre d'admission. J'y suis quand même allé, finançant mes études grâce à des bourses et des emplois à temps partiel, puisqu'il refusait de payer pour un diplôme inutile. Ces années m'ont appris l'indépendance mais ont approfondi mes luttes contre l'anxiété et le manque d'estime de soi. J'avais accompli quelque chose dont j'étais fier, pour ensuite entendre la voix de mon père dans ma tête me demander pourquoi ce n'était pas plus. Je sortais avec des garçons de temps en temps, mais les relations ne duraient jamais. Soit je choisissais des hommes qui renforçaient les critiques de mon père, soit je repoussais les bons avant qu'ils ne puissent découvrir que je n'étais pas assez bien. Tout a changé il y a 3 ans dans une petite librairie de Cambridge. Je parcourais la section de littérature classique quand j'ai tendu la main vers le dernier exemplaire d'une édition rare de Jane Eyre exactement au même moment que quelqu'un d'autre. J'ai levé les yeux pour trouver Scott Taylor, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux qui a apaisé quelque chose en moi pour la première fois. Prenez-le, a-t-il insisté. Quiconque chasse du Brontë le mérite plus que moi. Nous avons fini par parler pendant des heures au café d'A sans grave côté. Scott était un ingénieur logiciel qui aimait la littérature presque autant que moi. Il écoutait quand je parlais et il écoutait vraiment sans regarder sa montre ni préparer son prochain argument. Quand j'ai mentionné mon rêve de créer une petite maison d'édition pour les auteurs négligés, il n'a pas ri ni qualifié cela d'irréalisable. Au lieu de cela, il a posé des questions réfléchies sur mon plan d'affaires. 6 mois plus tard, avec les encouragements de Scott et son aide pour les projections financières, j'ai lancé l'Ictus Press. Nous nous sommes spécialisés dans la fiction littéraire de voix diverses, en commençant modestement avec seulement 2 titres la première année. La deuxième année, l'un de nos livres avait remporté un prix régional, et nous étions passés à la publication de 6 titres par an. Cela ne me rendait pas riche, mais cela me rendait fier. Scott et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à la bibliothèque publique de Boston. Mon père n'a pas assisté, prétextant une réunion d'affaires importante à Chicago.
Jason a envoyé un cadeau cher mais impersonnel. Seule Kimberly représentait mon côté de la famille, partant immédiatement après la cérémonie pour une conférence. Il ne te mérite pas, m'a murmuré Scott alors que nous dansions à notre réception, entouré d'amis et de sa famille aimante au lieu de la mienne. Je n'avais pas échangé plus de quelques mots avec mon père depuis près de 2 ans lorsque l'invitation pour son dîner de départ à la retraite est arrivée. Après 40 ans à la First Atlantic Bank, Richard Harrington quittait son poste de vice-président exécutif, et il y aurait une célébration officielle au Hawthorne, le restaurant le plus exclusif de Boston. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, a dit Scott, regardant mes mains trembler pendant que je lisais l'épaisse carte couleur crème. C'est peut-être sa façon de tendre la main, ai-je dit, même si je n'y croyais pas, peut-être que les choses seront différentes maintenant qu'il prend sa retraite. Le soir du dîner, je me tenais devant le miroir de notre chambre dans une robe bleu marine qui avait coûté plus que ce que je dépenserais habituellement. Mes cheveux étaient coiffés par un professionnel, mon maquillage soigneusement appliqué pour cacher les cernes sous mes yeux dues à une semaine d'insomnie causée par le stress. « Tu es magnifique », a dit Scott, ajustant sa cravate dans le miroir à côté de moi. J'ai l'impression que je vais vomir, ai-je avoué. Une crise de panique m'a frappé juste au moment où nous allions partir. Scott s'est assis avec moi sur le bord de notre lit, me guidant à travers les exercices de respiration que ma thérapeute m'avait appris. Sa main dessinait de l'encercle sur mon dos tandis que ma respiration se normalisait progressivement. « On peut encore annuler », m'a-t-il rappelé. « Non », ai-je dit, réappliquant mon rouge à lèvres avec des mains tremblantes. « Je dois le faire. Je dois essayer une dernière fois. » Alors que nous nous dirigions vers le centre-ville, Scott a tendu la main et a serré la mienne. « Souviens-toi, quoi qu'il arrive ce soir, tu as des gens qui t'aiment pour ce que tu es exactement. » J'ai hoché la tête, souhaitant pouvoir le croire, mais des décennies d'amour conditionnel m'avaient appris le contraire. Au fond de moi, je pensais toujours que je devais mériter le droit d'être aimé, et ce soir était une chance de plus de rendre enfin mon père fier. Le Hawthorne se dressait comme un phare contre la ligne d'horizon de Boston, sa façade historique illuminée dans la soirée de printemps qui s'assombrissait. Scott a confié notre voiture au voiturier, un jeune homme dans un uniforme rouge impeccable qui m'a ouvert la portière avec une élégance exercée. Alors que nous approchions de l'entrée, mes talons claquaient sur le trottoir pavé comme un compte à rebours. « N'oublie pas de respirer », a murmuré Scott, sa main stable dans le creux de mon dos. Le maître d'hôtel nous a dirigés vers la salle de banquet privée, où la célébration du départ à la retraite de mon père était déjà en cours. Des lustres en cristal jetaient une lueur dorée sur la foule d'environ 70 personnes, la plupart en tenue de soirée, des flûtes de champagne à la main. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, presque noyé par les rires polis et les conversations de l'élite bancaire de Boston. J'ai repéré Jason immédiatement, tenant la cour près du bar. À 36 ans, mon frère avait fini par ressembler à notre père, avec son costume sur mesure et sa posture confiante. Il était entouré de collègues admiratifs, ses boutons de manchette en or captant la lumière alors qu'il faisait des gestes en racontant une histoire qui faisait rire son public avec appréciation. « Amanda », dit-il en nous remarquant, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Il a offert à Scott une brève poignée de main avant de se tourner vers le groupe. « Voici ma petite sœur et son mari. Amanda fait quelque chose avec les livres, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, il a continué, « Scott, voici quelques collègues de Blackstone Investment. Nous venons de conclure la fusion Reynolds la semaine dernière. » La conversation est immédiatement revenue à la finance, Jason ne prenant pas la peine de nous inclure. Scott a doucement serré ma main alors que nous nous excusions. Nous avons trouvé Kimberly près de la table des hors-d'œuvre, élégante dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Elle exhibait une énorme bague de fiançailles en diamant à 2 femmes que je ne reconnaissais pas à mariage en juin au Plaza, disait-elle. Thomas voulait la Toscane, mais je lui ai dit que l'humidité serait terrible pour les photos. Elle m'a aperçu et s'est arrêtée brièvement. « Amanda, tu es venue. » Ses yeux ont parcouru ma robe avec une évaluation subtile. Le bleu marine est si fiable. Elle nous a présenté, Scott et moi, à son fiancé, Thomas, un neurochirurgien aux dents parfaites et à l'accent de Harvard. La conversation a tourné autour de leur prochain mariage et d'une récente conférence médicale en Suisse avant que Kimberly ne s'excuse pour saluer des invités plus importants. « Tes frères et sœurs sont exactement comme décrits », a murmuré Scott alors que nous nous éloignions. Je tendais la main vers une coupe de champagne d'un serveur qui passait quand j'ai senti une main osseuse sur mon bras. Tante Patricia, la sœur de mon père, m'a attiré dans une étreinte raide qui sentait le parfum cher et le jugement.
Amanda, ma chérie, dit-elle, m'embrassant près de la joue. Tu as l'air en bonne santé. La légère pause en disait long. Tante Patricia avait toujours pris le parti de mon père, renforçant ses normes comme étant raisonnables plutôt que punitives. Elle s'est penchée plus près, sa voix baissant. Essaie de le rendre fier ce soir. C'est important pour lui, surtout avec tous ses collègues ici. Avant que je puisse répondre, elle se dirigeait déjà vers Kimberly, s'exclamant devant la bague de fiançailles. La salle de banquet était une vitrine de richesse et de pouvoir. Des vases en cristal contenaient des arrangements de roses blanches et d'hortensias sur chaque table. Le bar proposait des alcools haut de gamme et des vins millésimés. Des serveurs circulaient avec des plateaux de délices, caviar sur des blinis, pétoncles poêlés, petites quiches. Autour de moi, les conversations portaient sur les portefeuilles d'actions, les résidences secondaires et les écoles privées. J'ai finalement repéré mon père de l'autre côté de la pièce, commandant l'attention au sein d'un cercle d'hommes distingués. À 65 ans, Richard Harrington restait imposant, ses cheveux argentés et ses traits patriciens le désignant comme quelqu'un d'habitué au respect. Il a ri de quelque chose qu'un des hommes a dit, et pendant un instant, j'ai vu une chaleur que j'avais rarement ressentie diriger vers moi. Scott a senti mon hésitation. « Tu veux que je vienne avec toi pour lui dire bonjour ?» J'ai secoué la tête. Je devrais le faire seul. Prenant une profonde inspiration, je me suis approché de mon père. Il m'a vu venir mais a continué sa conversation jusqu'à ce que je sois debout maladroitement au bord du cercle. Finalement, pendant une pause, il m'a reconnu. « Amanda. Tu as pu venir. » Son ton suggérait une légère surprise plutôt que du plaisir. « Félicitations pour ta retraite, » ai-je dit, offrant le sac cadeau contenant un stylo plume coûteux que Scott m'avait aidé à choisir. « Merci. » Il l'a accepté sans regarder à l'intérieur. « Messieurs, ma Benjamine, Amanda. Elle est dans l'édition. Je possède ma propre petite maison d'édition, en fait, ai-je ajouté. L'un de nos auteurs vient d'être sélectionné pour le Massachusetts Book Award. » L'expression de mon père n'a pas changé. Amanda a toujours eu la tête dans les nuages, jouant avec les livres pendant que ses frères et sœurs entreprenaient de vraies carrières. Les hommes ont ri obligeamment. En parlant de ça, Jason vient de conclure une affaire de 40 millions de dollars, et Kimberly est fiancée au docteur Thomas Whitfield, chef de clinique au Mass General. Le message était clair, leurs accomplissements valaient la peine d'être mentionnés, les miens, non. C'était un plaisir de vous voir, ai-je dit doucement, me retirant avant que les larmes qui me piquaient les yeux ne tombent. Scott m'attendait avec un verre de vin frais, que j'ai accepté avec gratitude. Si terrible que ça. Comme d'habitude, ai-je réussi à dire, en prenant une grande gorgée. Le cocktail s'est poursuivi autour de nous. J'ai regardé mon père se déplacer dans la pièce comme un roi tenant sa cour, acceptant les félicitations et se remémorant son illustre carrière. Avec chaque personne qu'il saluait chaleureusement, le contraste avec sa froideur envers moi devenait plus prononcé. Quand il a été temps de s'asseoir pour le dîner, j'ai découvert que nous avions été placés à une table loin de la principale où mon père, Jason, Kimberly et d'autres personnalités importantes s'assiéraient. Nos compagnons de table comprenaient des parents éloignés et de jeunes collègues qui semblaient tout aussi déçus de leur placement. Je suis Scott Taylor, le mari d'Amanda, s'est présenté joyeusement Scott, non découragé par la politique des places. Vous êtes la fille de Richard, a demandé une femme plus âgée en face de nous. Celle qui n'est ni médecin ni banquière? J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Je dirige une maison d'édition. Comme c'est gentil, a-t-elle dit du même ton que l'on pourrait utiliser pour commenter le dessin au crayon d'un enfant. Une entreprise hobby. Tout au long du repas à 3 plats, j'ai observé mon père à la table principale, riant et engagé avec ceux qui l'entouraient. De temps en temps, il posait une main fière sur l'épaule de Jason ou rayonnait à quelque chose que Kimberly disait. C'était une facette de lui que j'avais vu diriger vers mes frères et sœurs mais jamais vers moi. Scott a serré ma main sous la table périodiquement, son soutien silencieux étant la seule chose qui m'empêchait de partir. L'agneau était parfaitement cuit, le vin exceptionnel, mais tout avait un goût de cendre dans ma bouche. Après le service du dessert, les discours officiels ont commencé. Le PDG de la banque a parlé des contributions de mon père, de sa vision, de son leadership. Un collègue de longue date a partagé des anecdotes humoristiques sur leur début dans la finance. Jason a prononcé un discours soigné sur l'héritage professionnel de notre père, réussissant à le faire principalement tourner autour de lui-même. Et puis, c'était au tour de mon père.
La salle s'est tue lorsque Richard Harrington s'est levé et s'est approché du microphone, commandant l'espace avec une aisance exercée. Mon cœur battait plus vite, espérant contre tout espoir que ce moment, cette réflexion publique sur sa vie et sa carrière, pourrait inclure une petite reconnaissance de ma part. Merci à tous d'être venus ce soir, a commencé mon père, sa voix portant sans effort à travers la salle de banquet. En regardant autour de moi dans cette salle, je ne vois pas seulement des collègues, mais des amis qui ont fait partie d'un voyage s'étalant sur 4 décennies à la First Atlantic Bank. Il a parlé avec éloquence des changements dont il avait été témoin dans le secteur bancaire, des défis surmontés et des succès remportés. Il a remercié les mentors qu'il avait guidés et a reconnu ceux qu'il avait lui-même encadrés. La foule était captivée, y compris moi. Cette version réfléchie, presque chaleureuse de Richard Harrington était inhabituelle. Rien de tout cela n'aurait été possible, a-t-il poursuivi, sa voix baissant légèrement, sans le soutien de ma défunte épouse, Hélène. Mon souffle s'est coupé. Il mentionnait rarement ma mère depuis sa mort. Hélène comprenait les sacrifices nécessaires au succès, dit-il, avec une légère fissure dans la voix. Elle a été ma fondation pendant les premières années difficiles, et je regrette seulement qu'elle ne puisse être ici ce soir pour voir ce que son soutien a aidé à construire. J'ai senti des larmes se former. C'était la plus grande émotion que j'avais vue de la part de mon père depuis des années. Peut-être que la retraite l'avait adouci, avait ouvert quelque chose de longtemps fermé en lui. Autour de moi, les gens s'essuyaient les yeux. La main de Scott a trouvé la mienne sous la table. Mon père s'est éclairci la gorge, retrouvant son sang-froid. Mais le véritable héritage d'un homme ne se mesure pas en dollars ou en contrats. Il se mesure à ce qu'il laisse derrière lui, à ceux qui portent ses valeurs et sa vision. Mon cœur s'est soulevé. Était-ce le moment où il me verrait enfin, reconnaîtrait mon chemin différent mais valable? J'ai été béni à cet égard, a-t-il poursuivi, faisant un geste vers la table principale. Jason a dépassé toutes les attentes, devenant non seulement un banquier d'investissement, mais un véritable innovateur financier. La fusion Reynolds seule définirait la carrière de la plupart des gens, mais pour lui, ce n'est qu'une autre réussite dans un portefeuille d'excellence. Jason a hoché la tête, acceptant l'éloge comme son dû. Et Kimberly, la voix de mon père a enflé de fierté, sauvant des vies quotidiennement en tant que l'une des chirurgiennes les plus éminentes de Boston. Le mois dernier encore, elle a réalisé une procédure révolutionnaire présentée dans des revues médicales. Intelligence, discipline, précision, tout ce que j'ai essayé d'inculquer. Kimberly a souri avec pudeur, sa bague de fiançailles captant la lumière alors qu'elle touchait ses cheveux parfaitement coiffés. Mon père a levé son verre plus haut. Alors ce soir, alors que je ferme un chapitre de ma vie, je regarde avec satisfaction ce qui compte le plus. Mes vrais enfants sont ceux qui m'ont rendu fier. La salle a éclaté en applaudissements. Les gens se sont tournés pour sourire à Jason et Kimberly, qui ont accepté l'attention avec une grâce exercée. Je suis restée assise, figée, les mots me frappant comme des coups physiques. Mes vrais enfants. Comme si je n'étais pas du tout son enfant. Comme si je n'existais pas, ou ne devais pas exister. Mais le pire était à venir. Alors que les applaudissements s'estompaient, le regard de mon père a balayé la salle et s'est posé directement sur moi. La température a semblé chuter lorsque nos yeux se sont croisés à distance. « Tu peux partir » a-t-il dit, sa voix parfaitement audible dans la salle maintenant silencieuse. Au début, certains invités semblaient confus, ne comprenant pas à qui ils s'adressaient. Puis les têtes ont commencé à se tourner vers moi. Des murmures ont parcouru la foule alors que la prise de conscience se faisait. Mon père venait de me renier publiquement. Ma poitrine s'est contractée douloureusement. L'élégante pièce est devenue floue sur les bords, ma vision se rétrécissant. Le sang a afflué à mes oreilles, noyant tout sauf le regard froid de mon père et ses 3 mots dévastateurs. De l'autre côté de la pièce, la main de tante Patricia a couvert sa bouche, ses yeux grands ouverts de choc. Apparemment, même elle ne s'attendait pas à ce niveau de cruauté. Kimberly étudiait sa manucure, refusant de lever les yeux. Jason arborait un léger sourire narquois, comme si notre père venait de livrer une chute particulièrement intelligente. Le silence s'est étiré, devenant insupportable. Des dizaines d'yeux me fixaient, témoins de mon humiliation. Mes jambes semblaient de plomb alors que je repoussais lentement ma chaise et me levais sur des membres tremblants. Le bruit de la chaise raclant le sol a semblé anormalement fort dans la salle silencieuse. La honte m'a brûlé comme de l'acide. Ce n'était pas juste une autre déception privée, c'était un rejet public, une déclaration que j'étais indigne même d'être présente.
J'avais passé ma vie à essayer de gagner l'approbation de mon père, et en un instant, il avait clairement fait savoir que je ne l'obtiendrais jamais. Je me suis agrippé au bord de la table, me stabilisant, luttant désespérément contre l'envie de courir ou d'éclater en sanglots. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de m'effondrer. Si je devais partir, je le ferais avec la dignité que je pouvais rassembler. Puis est venu le son qui a tout changé, le raclement d'une autre chaise à côté de moi. Scott s'est levé, son mouvement délibéré et sans hâte. Son visage, quand je l'ai regardé à travers ma brume d'humiliation, ne montrait pas d'embarras mais une fureur tranquille. Un murmure confus s'est propagé dans la salle. L'expression de mon père s'est assombrie, sa mâchoire se crispant face à ce développement inattendu. Il n'avait pas anticipé de résistance à son décret, certainement pas de la part de mon mari, qu'il avait toujours considéré comme un ajout insignifiant à une branche déjà décevante de l'arbre généalogique. « Assieds-toi » a ordonné mon père, s'adressant directement à Scott pour peut-être la première fois de la soirée. « Ceci ne te concerne pas. » Mais Scott ne s'est pas assis. Au lieu de cela, il s'est redressé de toute sa hauteur, les épaules en arrière, son regard verrouillé sur celui de mon père à travers la pièce. La tension était palpable, électrique. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Et puis, Scott a fait quelque chose qui allait diviser ma vie pour toujours en un avant et un après. Scott a pris son verre d'eau et sa cuillère. Avec un calme délibéré, le doux tintement du métal contre le cristal a percé le silence inconfortable, attirant tous les regards de la pièce, le signal universel pour attirer l'attention avant un toast. Le visage de mon père a rougi de colère face à cette violation du protocole. C'était sa soirée, son moment, sa démonstration de pouvoir soigneusement orchestrée. Scott venait de contester cela de la manière la plus civilisée mais la plus indiscutable qui soit. « Qu'est-ce que tu crois faire » a exigé mon père, mais sa voix avait perdu une partie de son autorité. Scott l'a ignoré, attendant que la salle soit complètement silencieuse, chaque invité figé dans l'attente de ce tournant inattendu. Sa main était stable alors qu'il posait la cuillère, son expression composée mais déterminée. Je n'avais jamais vu cette facette de lui auparavant, cette force tranquille et inébranlable. « J'aimerais porter un toast » a commencé Scott, sa voix claire et portante, à la femme que Richard Harrington n'a pas su voir. Des hoquets de surprise ont parcouru la foule. Mon cœur martelait contre mes côtes. À côté de moi, une femme âgée a murmuré « Oh mon Dieu » à son compagnon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Scott Taylor, le mari d'Amanda. Et puisque Richard a partagé son point de vue ce soir, j'aimerais partager la vérité sur la fille qu'il vient de dire de partir. Mon père s'est avancé. Ça suffit. La sécurité va vous escorter dehors. Certainement, a répondu Scott d'un ton égal. Mais je me demande comment le Boston Globe rapporterait que Richard Harrington a fait expulser de force sa propre fille et son gendre de sa fête de retraite. Je suis sûr que vos collègues banquiers trouveraient cela fascinant. Mon père s'est figé, son regard parcourant la salle vers ses pairs professionnels. Sa réputation avait toujours été primordiale, Scott avait trouvé le seul levier qui fonctionnerait. Il y a 3 ans, a poursuivi Scott, Amanda a fondé Lighthouse Press avec ses propres économies et un petit prêt commercial qu'elle a obtenu sans aucune connexion familiale. L'année dernière, ils ont publié Salt and Stone, qui a non seulement été sélectionné pour le Massachusetts Book Award, mais dont les droits viennent d'être achetés pour une adaptation cinématographique. Des murmures d'intérêt ont balayé la foule. C'était une nouvelle même pour moi, Scott devait avoir reçu l'appel aujourd'hui et attendait de me faire la surprise. Ce que Richard a omis de mentionner, c'est que la maison d'édition d'Amanda a fourni une plateforme à des voix que les grands éditeurs ont négligées, y compris des vétérans, des immigrants, et oui, des personnes qui ont grandi dans des foyers émotionnellement abusifs. Le regard de Scott n'a jamais quitté mon père. Leur programme d'alphabétisation a mis des livres entre les mains de plus de 3000 enfants défavorisés dans les quartiers les plus pauvres de Boston. Je ressentais un détachement surréaliste, comme si je regardais une scène de film plutôt que ma propre vie se dérouler. Scott me défendait publiquement, cataloguant des réalisations que mon père avait rejetées ou n'avait jamais pris la peine de connaître. Pendant que Jason cartonnait à Wall Street et que Kimberly avançait dans sa carrière médicale, c'est Amanda qui a pris un congé de l'université pour s'occuper de sa mère pendant son traitement contre le cancer. Amanda qui s'est assise au chevet d'Hélène à l'hôpital, lui lisant ses poèmes préférés quand elle était trop faible pour tenir un livre elle-même. Ma gorge s'est serrée au souvenir. Ces heures tranquilles avec ma mère avaient été sacrées, douloureuses, précieuses. Ce que Richard ne sait pas, a poursuivi Scott, sa voix prenant un ton plus dur,
c'est que la compte pour le premier appartement de Jason à New York provenait du fonds universitaire d'Amanda. Elle le lui a donné quand son crédit a été détruit après ce problème de jeu qu'il a travaillé si dur à cacher à papa. Le visage de Jason a perdu toute couleur. C'était notre secret, un rare moment de véritable connexion entre frères et sœurs quand il était venu me voir, désespéré et honteux. Je l'avais aidé parce que, malgré tout, il était mon frère. Je n'ai jamais rien attendu en retour, et certainement pas qu'il me défende contre notre père. Pendant 32 ans, Richard, tu as dit à Amanda qu'elle n'était pas assez bien. Trop sensible, trop artistique, trop différente du chemin que tu avais prescrit. Tu as retenu ton affection, instrumentalisé ton approbation, et ce soir, tu as tenté de l'humilier devant tous ceux qui comptent pour toi. Scott a regardé autour de la salle, s'adressant maintenant directement aux invités. Mais voici ce que vous devriez savoir sur la famille. La vraie famille n'exige pas d'évaluation de performance. La vraie famille ne mesure pas l'amour en réussite. La vraie famille vous voit, vous soutient, et se tient à vos côtés, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Mon père a retrouvé sa voix. Tu n'as aucun droit de parler de cette façon devant mes collègues et mes amis. Tu ne sais rien de notre famille. J'en sais assez, a répondu Scott. Je sais qu'un homme qui rejette publiquement sa fille à son dîner de retraite ne célèbre pas un héritage, il révèle sa faillite. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre la glace bouger dans les verres d'eau. Personne ne bougeait. Personne ne semblait respirer. Scott s'est alors tourné vers moi, ses yeux s'adoucissant. Amanda est la personne la plus forte que je connaisse. Non pas parce qu'elle a répondu aux normes impossibles de son père, mais parce qu'elle y a survécu et est devenue elle-même malgré tout. Il a levé son verre d'eau une dernière fois, se tournant de nouveau vers mon père. Alors merci, Richard Harrington, de nous avoir montré exactement le genre de parents que nous ne serons jamais. Sur ce, Scott a posé son verre et a doucement pris ma main. La chaleur de ses doigts autour des miens m'a ancré alors que la pièce tournait de choc, d'embarras, et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore identifier. Ensemble, nous avons marché vers la sortie, nos pas résonnant sur le sol en marbre. Personne n'a essayé de nous arrêter. Personne n'a parlé. La respiration collectivement retenue de 70 invités stupéfaits a créé un silence si complet qu'il semblait avoir un poids physique. Alors que nous approchions des portes, mon père a de nouveau retrouvé sa voix. « Si vous sortez maintenant, ne revenez jamais », a-t-il crié, le désespoir s'insinuant dans sa colère. « Vous êtes coupés, vous comprenez ? Tous les deux. » Nous n'avons pas ralenti, nous ne nous sommes pas retournés. La main de Scott est restée ferme dans la mienne. En passant devant la dernière table avant la sortie, un homme âgé que j'ai reconnu comme l'un des plus anciens collègues de mon père a attiré mon regard. Presque imperceptiblement, il a hoché la tête, un petit geste de respect, ou peut-être de solidarité. C'était la première fois que quelqu'un du monde de mon père me reconnaissait comme autre chose qu'une déception. Les portes se sont refermées derrière nous, étouffant l'explosion de conversation qui a éclaté dans notre sillage. Le voiturier, ayant entendu l'agitation, a évité le contact visuel en se dépêchant de récupérer notre voiture. L'air nocturne a frappé mon visage rouge comme une bénédiction, frais et pur après la tension suffocante de la salle de banquet. Scott m'a ouvert la portière, puis a fait le tour du côté conducteur. Aucun de nous n'a parlé jusqu'à ce que nous nous soyons éloignés du Hawthorne, la façade élégante s'éloignant dans le rétroviseur comme le décor d'un cauchemar particulièrement vif. « Ça va ?» a finalement demandé Scott, sa voix douce dans l'obscurité de la voiture. Non, ça n'allait pas. J'étais brisé, humilié, et étrangement, incroyablement, soulagé. Quelque chose qui était étroitement enroulé en moi depuis des décennies avait finalement cédé, me laissant à vif mais d'une certaine manière plus légère. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je pense que je pourrais l'être, un jour. Scott a de nouveau pris ma main, et nous avons roulé vers la maison en silence, laissant derrière nous les débris des attentes et des faux-semblants, nous dirigeant vers quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer mais que je voulais désespérément découvrir. Le barrage émotionnel a cédé dès que nous sommes entrés dans notre appartement. Je me suis effondré sur notre canapé, des sanglots violents me déchirant alors que 3 décennies de douleurs refoulées éclataient d'un coup. Scott m'a tenu sans parler, sa chemise devenant humide de mes larmes, ses bras fermes autour de mes épaules tremblantes. Je suis désolé, ai-je haleté entre les sanglots. Je suis tellement désolé que tu aies dû faire ça. Je ne le suis pas, a dit fermement Scott. Je voulais dire ces choses à ton père depuis 3 ans. Il ne nous pardonnera jamais. La pensée a provoqué de nouvelles larmes.
Malgré tout, une partie enfantine de moi n'avait jamais cessé d'espérer la réconciliation, le père dont j'avais besoin au lieu de celui que j'avais. C'est sa perte, a dit Scott. Et honnêtement, Amanda, son pardon ne vaut pas la peine d'être obtenu. Nous sommes restés debout jusqu'à 3 heures du matin, à parler de ce qui s'était passé. Le choc initial a laissé place à un mélange complexe d'émotions, le deuil de la relation que je n'aurais jamais avec mon père, la colère face à sa cruauté, la peur des répercussions familiales, et sous tout cela, un sentiment timide de libération. Tu penses que j'ai dépassé les bornes, a demandé Scott alors que nous nous préparions enfin à nous coucher, la première once d'incertitude dans sa voix. Tu m'as défendu quand personne ne l'a jamais fait, ai-je dit. Y compris moi-même. Le sommeil est venu par à-coups, interrompu par le téléphone. Mon père a appelé cette fois entre minuit et l'aube, laissant des messages vocaux de plus en plus furieux exigeant des excuses et menaçant de conséquences. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale, l'écran de mon téléphone illuminant l'obscurité de notre chambre comme un éclair lointain. Le matin a apporté un texto de Kimberly, tu as toujours eu besoin de tout ramener à toi. La retraite de papa était censée être sa soirée. Toi et Scott avez tout gâché, comme d'habitude. J'ai fixé le message, réalisant à quel point nous voyons le même événement différemment. Dans sa réalité, j'étais la méchante qui avait volé la vedette à notre père, pas la victime de son rejet public. Le tournant est survenu à 10h17 lorsque Jason a appelé. J'ai failli ne pas répondre, m'attendant à plus d'accusations, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était tout un spectacle hier soir, dit-il, son ton indéchiffrable. Je ne l'ai pas prévu, ai-je répondu sèchement. Une pause. Je sais. Une autre pause. C'est vrai? Ce que Scott a dit à propos de l'argent de l'appartement? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu jamais jeté à la figure? Toutes ces années, même quand j'étais moins que solidaire? Parce que ce n'est pas pour ça que je t'ai aidé, ai-je dit simplement. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, Jason a repris la parole, sa voix différente, plus petite en quelque sorte. Je ne t'ai jamais remercié correctement pour ça. Et j'aurais dû. Ça n'a plus d'importance maintenant. Peut-être que si, il s'est éclairci la gorge. Écoute, ce que papa a fait hier soir, ce n'était pas bien. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ce n'était pas une excuse, mais c'était la chose la plus proche de la solidarité que Jason avait offerte depuis des années. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder le téléphone, ne sachant que penser de ce changement. Au travail ce lundi-là, ma patronne, Marian, n'a eu qu'à regarder mon visage pour me faire entrer dans son bureau. On dirait que tu as traversé une guerre, dit-elle en me versant du café. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version condensée. Sa réponse a été immédiate. Prends la semaine. Nous gérons le manuscrit Hopkins sans toi. Je ne peux pas simplement arrêter de travailler à cause d'un drame familial, ai-je protesté. Amanda, dit-elle doucement, si tu t'étais cassé la jambe, tu prendrais du temps pour guérir. Ton père a cassé quelque chose en toi. Cela mérite la même considération. J'ai accepté à contre-cœur 3 jours, les passant à alterner entre des crises de larmes et des marathons de télévision dans un état second. Scott a travaillé de la maison, me tenant compagnie tout en respectant mon besoin de digérer les événements. Le monde extérieur a continué, inconscient de mon tremblement de terre interne. Jeudi, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver tante Patricia tenant une grande enveloppe manie et ayant l'air inhabituellement incertaine. Puis-je entrer, a-t-elle demandé. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle s'est perchée maladroitement sur notre canapé, refusant café ou thé. Ce que mon frère a fait était impardonnable, a-t-elle dit sans préambule. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là, et je ne l'ai pas fait. J'ai toléré le comportement de Richard pendant des années, en me disant que c'était juste sa façon d'être. Elle m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de famille que je n'avais jamais vues, ma mère enceinte de moi, rayonnante, moi, enfant, sur les épaules de mon père, tous les deux riant, des vacances en famille où mon père m'apprenait à pêcher, son expression patiente et gentille. Il n'a pas toujours été comme ça, a dit doucement tante Patricia. Après que ta mère est tombée malade la première fois, quelque chose a changé chez Richard. Il est devenu obsédé par le contrôle, par le succès mesurable. C'était comme si en organisant parfaitement son monde, il pouvait tenir la tragédie à distance. J'ai étudié les photos, ces aperçus d'un père que je ne reconnaissais pas. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait.
Non, a-t-elle convenu. Ça ne l'excuse pas. Mais je pensais que tu devrais savoir qu'il fut un temps où il t'aimait, sans réserve. Cette capacité existe en lui, enfouie sous des années de peur et d'amertume. Après son départ, j'ai placé les photos dans le tiroir de mon bureau, incapable de les regarder plus longtemps mais ne voulant pas les jeter. L'implosion familiale a généré des ondes de choc à travers notre réseau familial élargi. Des cousins à qui je parlais rarement m'ont envoyé des textos pour avoir des détails. La belle-sœur de mon père a appelé pour dire « J'ai toujours pensé que Richard était trop dur avec toi ». La mythologie familiale était en train d'être réécrite en temps réel, les dynamiques de pouvoir de longue date étant soudainement sujettes à réexamen. 5 jours après le dîner, le nom de mon père sur mon identifiant d'appel a déclenché une crise de panique si grave que Scott a dû me guider à travers des exercices de respiration pendant 20 minutes. Ce soir-là, il a recherché des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes familiaux et l'abus émotionnel. « Tu as besoin d'un soutien professionnel », a-t-il dit, me montrant une courte liste qu'il avait compilée. « C'est au-delà de ce que je peux t'aider à traiter. » J'ai choisi le docteur Eleanor Water, une femme dont les yeux bienveillants et l'expression directe sur sa photo professionnelle inspiraient en quelque sorte la confiance. Mon premier rendez-vous a été fixé pour le mardi suivant. « Et si ça me brise complètement ?» ai-je demandé à Scott la veille. « Et si je découvre que je suis encore plus abîmé que je ne le pensais ?»« Tu n'es pas abîmé, Amanda. Tu es blessé. » Il y a une différence, il m'a serré contre lui. Et parfois, les choses doivent se briser pour pouvoir guérir correctement. Une semaine après le désastre du dîner de retraite, mon père est apparu sans prévenir dans notre immeuble. Le portier a appelé, demandant si nous voulions recevoir Richard Harrington. Ma main a tremblé en tenant l'interphone. « C'est ta décision », a dit Scott. « Nous pouvons refuser. »« Non », ai-je décidé. « Mettons un terme à tout ça. » Mon père avait l'air plus petit en quelque sorte en entrant dans notre appartement, sa présence imposante diminuait en dehors de ses cadres de pouvoir habituels. Ses yeux ont balayé notre maison modeste mais confortable avec un jugement à peine voilé. « Je suis venu pour mettre les choses au clair », a-t-il annoncé sans salutation. Cette scène à ma retraite était inacceptable. « Tu m'as dit de partir devant tout le monde », lui ai-je rappelé, ma voix plus stable que je ne l'attendais. « Qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait ? Je m'attendais à ce que tu respectes mes souhaits. Au lieu de cela, ton mari a créé un spectacle qui a miné toute la célébration de ma carrière. » Scott, qui avait promis de me laisser gérer cette confrontation, est resté silencieux à côté de moi, sa présence rassurante. « Es-tu venu pour t'excuser ?» ai-je demandé. Mon père a semblé sincèrement confus. « M'excuser ? Pourquoi ? Pour avoir été honnête sur ma déception ? Je t'ai donné toutes les occasions de faire quelque chose de toi, et tu les as toutes rejetées. » À ce moment-là, j'ai vu avec une clarté parfaite ce que Scott me disait depuis des années, mon père était incapable de me voir tel que j'étais réellement. Il ne pouvait voir que les façons dont j'échouais à être celle qu'il voulait. « Je pense que tu devrais partir », ai-je dit doucement. « Je n'ai pas terminé », a-t-il lancé sèchement. « Je suis venu te dire que j'ai parlé à mon avocat. Si toi et Scott ne me présentez pas des excuses publiques, vous serez tous les deux retirés de mon testament. C'est clair ? » L'ancienne Amanda se serait effondrée, aurait accepté n'importe quoi pour regagner son approbation. Mais debout dans ma propre maison, avec mon mari à mes côtés et la vie que nous avions construite ensemble nous entourant, j'ai trouvé une force que je ne savais pas posséder. « Nous ne voulons pas de ton argent », ai-je dit. « Nous n'en avons jamais voulu. Ce que nous voulions, c'était ton amour, ton acceptation. Mais j'ai fini d'essayer de mériter quelque chose qui aurait dû être donné librement. » Le visage de mon père s'est durci. « Tu le regretteras. Quand tu auras du mal à payer tes factures avec ton petit hobby de livres, tu souhaiteras avoir montré plus de respect. »« Je me respecte maintenant », ai-je dit. « C'est suffisant. » Il est sorti en trombe, claquant notre porte assez fort pour faire trembler les cadres sur le mur. L'un d'eux est tombé, le cadre se brisant en heurtant le sol. C'était une photo de notre mariage, Scott et moi riant en nous donnant mutuellement du gâteau. Je me suis agenouillé pour la ramasser, retirant soigneusement le verre brisé. « Symbolique », ai-je murmuré. « Quoi donc ?» a demandé Scott. « La seule chose qui s'est cassée, c'est le cadre. Nous sommes toujours intacts. » Il m'a aidé à nettoyer les éclats. Aucun de nous n'a reparlé de mon père ce soir-là. Au lieu de cela, nous avons commandé à emporter, ouvert du vin,
et discuter de la possibilité que Portland soit un bon endroit pour un nouveau départ. L'idée de déménager, de créer une distance physique pour correspondre à la réalité émotionnelle, semblait de plus en plus juste. En m'endormant cette nuit-là, j'ai réalisé que je ne m'étais excusé pour rien de toute la journée. C'était une petite victoire, mais significative pour quelqu'un qui avait passé sa vie à s'excuser d'exister. « Parlez-moi de votre père », a dit le docteur Eleanor Water lors de notre première séance de thérapie. Pendant les 50 minutes suivantes, les mots ont jailli de moi, des histoires que je n'avais jamais complètement articulées, même à Scott. Le docteur Water a écouté sans jugement, prenant occasionnellement des notes. À la fin de la séance, elle m'a regardé pensivement. « Amanda, avez-vous déjà entendu parler d'abus émotionnels ?» Cette simple question a été le début d'un voyage de 3 mois à travers les dynamiques familiales, les réponses au traumatisme et le lent processus de reconquête de mon estime de soi. Le docteur Water m'a aidé à voir des schémas que j'avais normalisés, l'amour conditionnel de mon père, les rôles de mes frères et sœurs dans notre système dysfonctionnel, mes propres comportements adaptatifs qui m'avaient autrefois protégé mais qui me limitaient maintenant. La guérison n'est pas linéaire, m'a-t-elle prévenu. Vous aurez des revers, des jours où les anciennes croyances sembleront plus réelles que les nouvelles. C'est normal. Elle avait raison. Il y avait des matins où je me réveillais convaincu que j'étais fondamentalement défectueuse, des après-midi où la critique d'un client me faisait sombrer dans le doute, des soirées où je vérifiais mon téléphone en espérant un message de mon père, malgré tout. Les crises de panique ont continué, parfois déclenchées par des rappels spécifiques de mon père, parfois apparaissant sans cause évidente. Après des épisodes particulièrement graves, le docteur Water a suggéré que des médicaments pourraient aider. Ce n'est pas forcément pour toujours, a-t-elle expliqué. Pensez Y comme à un outil pendant que votre système nerveux apprend de nouveaux schémas. Le médicament anxiolytique à faible dose a fait une différence notable en quelques semaines. Le bourdonnement constant d'angoisse s'est calmé. Le sommeil est venu plus facilement. Je me suis retrouvé à rire plus librement avec Scott, à m'engager avec plus de confiance au travail. Pendant ce temps, Scott et moi avons fait des recherches approfondies sur Portland. La scène littéraire dynamique, les valeurs progressistes et la distance physique de Boston nous attiraient tous. Nous avons créé des feuilles de calcul comparant les quartiers, les coûts de logement et les espaces de bureaux potentiels pour l'Ictus Press. « Est-ce qu'on s'enfuit ?» ai-je demandé à Scott un soir alors que nous parcourions les annonces de location à Portland. « Nous courons vers quelque chose », a-t-il corrigé. Il y a une différence. Notre décision s'est solidifiée lorsque Scott a reçu une offre d'emploi inattendue d'une entreprise technologique basée à Portland développant des logiciels d'édition. Le poste était assorti d'une augmentation de salaire significative et de la possibilité de travailler à distance 3 jours par semaine. C'est comme si l'univers confirmait notre plan, a-t-il dit en me montrant l'email. Nous avons fixé un calendrier de 6 mois pour le déménagement, nous donnant le temps de conclure nos projets à Boston et de faire la transition de l'entreprise de manière réfléchie. J'expliquais ces projets à Marian lorsque ses yeux se sont écarquillés en voyant quelque chose par-dessus mon épaule. « Amanda Taylor ?» Une femme s'est approchée de mon bureau, son parfum coûteux l'annonçant avant sa voix. « Je suis Vivian Newell. J'ai été l'assistante de direction de votre père pendant 15 ans. Mon estomac s'est noué. Si mon père vous envoie. » Elle a secoué la tête. « Richard n'a aucune idée que je suis ici. J'ai pris ma retraite le mois dernier, donc il ne peut pas me virer pour cette conversation. » Elle a regardé autour d'elle. « Y a-t-il un endroit où nous pourrions parler en privé ?» Autour d'un café dans un bistrot voisin, Vivian a partagé des histoires qui ont confirmé mes pires soupçons et révélé de nouvelles dimensions du comportement de mon père. Son perfectionnisme et ses remarques acerbes ne se limitaient pas à moi, ils s'étendaient à son personnel, en particulier aux femmes. Il avait réduit des associés juniors aux larmes, s'était attribué le mérite des idées des autres et avait gardé des rancunes pendant des années pour des infractions mineures. Le soir de ce dîner de retraite, 3 collègues de longue date m'ont approché séparément pour me dire qu'ils avaient toujours pensé que Richard était inutilement dur avec vous, a confié Vivian. Le discours de votre mari, il a résonné chez de nombreuses personnes qui avaient connu le côté sombre de votre père. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé. Vivian a remué son café pensivement. Parce que pendant 15 ans, je vous ai regardé essayer de gagner l'approbation d'un homme qui change constamment les règles du jeu chaque fois que quelqu'un s'approche. Je vous ai regardé vous blâmer pour son incapacité à montrer de l'amour. Et je suis restée silencieuse. Elle a tendu la main sur la table, touchant brièvement la mienne. Je ne reste plus silencieuse.
Cette conversation avec Vivian a été une validation inattendue, une confirmation extérieure que je n'avais ni imaginé ni exagéré le traitement de mon père. Elle a renforcé ma résolution de construire une nouvelle vie libérée de son influence. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai contacté des cousins du côté de ma mère avec qui j'avais perdu contact après sa mort. À ma grande surprise, beaucoup ont salué la reconnexion. La sœur de ma mère, Judith, nous a invités, Scott et moi, pour un week-end dans sa maison du Connecticut, où elle a partagé des histoires de famille et des photographies que je n'avais jamais vues. Ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue, m'a dit tante Judith, me montrant les journaux universitaires de ma mère. C'était une artiste, elle aussi, tu sais. Avant de rencontrer ton père et d'adopter ses priorités. Cet aperçu des ambitions créatives non réalisées de ma mère a créé un nouveau sentiment de connexion avec elle. J'avais toujours pensé que mes tendances artistiques venaient de nulle part, une anomalie dans une famille de professionnels pragmatiques. Apprendre qu'elles étaient un héritage de ma mère, c'était comme récupérer un morceau de mon identité. 4 mois après l'incident du dîner de retraite, je donnais un discours lors d'un petit événement littéraire sur la mission de Ligue12 Presse d'amplifier les voix négligées. À mi-parcours, j'ai réalisé que je parlais avec confiance, sans l'autocensure et le doute de soi constant qui accompagnait auparavant toute apparition publique. Tu as été magnifique, a dit Scott après, alors que nous célébrions avec un groupe d'auteurs et de collègues de l'industrie. Je n'ai pas visualisé le visage désapprobateur de mon père une seule fois, m'émerveillai-je. Même pas quand j'ai trébuché sur le nom de cet auteur. C'était une percée, a reconnu le docteur Water lors de notre séance suivante. Vous internalisez une nouvelle voix, a-t-elle observé. Votre propre voix d'acceptation de soi devient plus forte que sa voix de critique. Nos projets pour Portland ont progressé. Un voyage de recherche de maison a abouti à une charmante maison de style craftsman avec un garage converti parfait pour un petit bureau. Nous avons versé un acompte, l'engagement envers notre nouveau départ étant désormais concret. De retour à Boston, j'ai élargi la mission de Ligue12 Presse, créant une collection spéciale pour les mémoires axées sur la réconciliation familiale et la guérison de l'abus émotionnel. Le projet semblait à la fois professionnellement excitant et personnellement significatif, une façon de transformer ma douleur en dessin. Ma relation avec Jason a poursuivi son dégel timide. Il appelait occasionnellement, nos conversations devenant progressivement moins superficielles. Lors d'un de ses appels, il a avoué qu'il avait lui-même commencé une thérapie. Cette nuit-là, à la retraite de papa, ça m'a forcé à regarder certaines choses que j'évitais, a-t-il admis. Comme le fait que j'ai passé toute ma vie d'adulte à courir après l'approbation de papa, et à quel point c'est épuisant. Kimberly est restée fermement dans le camp de mon père, envoyant une invitation de mariage formelle adressée uniquement à Scott avec un post-it disant « Pas de drame, s'il te plaît ». Nous avons décliné avec une carte de réponse tout aussi formelle et un cadeau généreux de leur liste de mariage. 6 mois après le dîner de retraite, Scott et moi discutions de fonder une famille, une conversation que j'avais toujours évitée, craignant d'avoir hérité de la capacité de mon père à causer des dommages émotionnels. Et si je suis comme lui, ai-je murmuré, nommant ma plus grande peur. Et si je ne sais pas comment aimer un enfant inconditionnellement? Le fait que tu poses cette question signifie que tu ne seras pas comme lui, a dit Scott. Tu es consciente des schémas. Tu fais le travail pour les guérir. Cette nuit-là, j'ai eu une séance de thérapie décisive où j'ai finalement exprimé ma rage envers mon père sans la tempérer avec de la compréhension ou des excuses. Le docteur Water m'a encouragé à lui écrire une lettre que je n'enverrai jamais, déversant des décennies de blessures et de colère. Je déteste ce que tu m'as fait, ai-je écrit, mon stylo appuyant si fort qu'il a déchiré le papier par endroits. Je déteste que tu m'aies fait croire que j'étais fondamentalement défectueuse. Je déteste que même maintenant, une partie de moi recherche encore ton approbation. La libération a été cathartique. Après, j'ai réalisé que cela faisait des semaines que je n'avais pas pensé à mon père quotidiennement. Son pouvoir sur mon état émotionnel diminuait, son absence devenant moins une blessure et plus un fait. Notre dernière semaine à Boston, j'ai reçu un email inattendu de l'ancien collègue de mon père, l'homme âgé qui m'avait fait un signe de tête alors que Scott et moi quittions le dîner de retraite. Je prends moi-même ma retraite à Portland le mois prochain, a-t-il écrit. Richard et moi nous sommes récemment disputés au sujet de son traitement d'un jeune analyste qui m'a rappelé son comportement envers vous. Si vous et Scott êtes installés d'ici là, peut-être pourrions-nous nous retrouver pour un café. Parfois, la famille choisie est plus importante que les liens biologiques. Alors que nous emballions nos affaires dans un camion de déménagement, j'ai trouvé l'enveloppe de vieilles photos que tante Patricia m'avait donnée.
Les regarder maintenant produisait moins de douleur, comme si elles dépeignaient des personnages d'une histoire plutôt que ma vraie famille. Je les ai emballés à côté de photos plus récentes, Scott et moi en randonnée dans le New Hampshire, notre stand au festival littéraire entouré de lecteurs, un dîner avec des amis qui nous aimaient exactement tels que nous étions. Lors de notre dernière nuit dans l'appartement vide de Boston, Scott m'a trouvé debout à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Tu as des doutes ?» a-t-il demandé, m'enlaçant par derrière. « Non », ai-je dit sincèrement. Je dis juste au revoir à la personne que j'étais ici. Celle qui ne se sentait jamais assez bien. Elle a toujours été assez bien, a dit Scott. Elle ne pouvait juste pas encore le voir. Alors que nous roulions vers l'ouest le lendemain matin, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone pour des messages de mon père depuis plus d'une semaine. Ce n'était pas une décision consciente, juste une disparition naturelle d'une vieille habitude qui ne me servait plus. La douleur constante de son rejet s'était transformée en quelque chose de différent, non pas l'absence de douleur, mais la présence de l'estime de soi. Portland nous a accueillis avec une semaine de soleil inhabituel, comme pour affirmer notre décision. Alors que nous déballions les cartons dans notre nouvelle maison, je suis tombé sur le cadre de photos de mariage fissuré de la nuit de la dernière visite de mon père. J'avais gardé le cadre mais remplacé le verre. Je pense que sa place est ici, ai-je dit, le plaçant sur le manteau de la cheminée de notre nouveau salon. Un rappel de ce que nous avons emporté avec nous et de ce que nous avons laissé derrière. Scott a souri, comprenant parfaitement. Le passé a fait de nous ce que nous sommes, a-t-il dit. Mais il ne décide pas de qui nous devenons. Un an après le dîner de retraite de mon père, je me tenais dans notre cuisine de Portland, tenant un verre de cidre pétillant. Par la fenêtre, je pouvais voir Scott faire des grillades sur notre terrasse arrière, entouré de nos nouveaux amis et de notre famille choisie. Le soleil de printemps filtrait à travers les cerisiers en fleurs, projetant une lumière tachetée sur notre jardin. L'année écoulée avait apporté des changements que je n'aurais pas pu imaginer cette nuit douloureuse à Boston. L'Ictus Press avait prospéré dans la communauté littéraire solidaire de Portland, remportant un prix d'innovation pour petites entreprises pour nos programmes de sensibilisation communautaire. Mes séances de thérapie avec le Dr Water étaient passées de rendez-vous hebdomadaires à des bilans mensuels. Et plus important encore, j'étais enceinte de 4 mois de notre premier enfant. Besoin d'aide, a demandé tante Patricia, qui était venue pour notre pendaison de crémaillère. Sa relation avec mon père s'est étendue après qu'elle ait continué à maintenir le contact avec moi, mais à 68 ans, elle avait finalement décidé de donner la priorité à ses propres valeurs plutôt qu'à l'harmonie familiale. Tout va bien, merci, ai-je souri, en lui tendant une assiette d'amuse-gueule à emporter dehors. La sonnette a retenti alors que j'arrangeais un plateau de fromage. J'ai ouvert pour trouver Jason, l'air fatigué du voyage mais souriant timidement. Désolé d'être en retard, a-t-il dit. Le vol de New York a été retardé. Je l'ai serré dans mes bras, m'habituant encore à cette nouvelle relation plus chaleureuse que nous construisions. Au cours de l'année écoulée, nous étions passés de conversations téléphoniques maladroites à de véritables discussions. Il avait visité Portland 2 fois, s'ouvrant à chaque fois un peu plus sur ses propres luttes avec les attentes de notre père. Entre, ai-je dit. Tout le monde est dehors. Comment va Claire ? Jason avait récemment commencé à sortir avec une institutrice de maternelle qui semblait faire ressortir un côté plus doux en lui. Elle va bien. Elle voulait venir, mais elle n'a pas pu prendre de congé. Il a hésité, puis m'a tendu une enveloppe. J'ai hésité à te montrer ça, mais je pense que tu devrais savoir. À l'intérieur se trouvait un court article d'une publication économique de Boston avec une petite photographie de mon père. Le titre disait « L'ancien vice-président exécutif de First Atlantic, Richard Harrington, hospitalisé après un accident vasculaire cérébral mineur. Il va bien physiquement », a ajouté rapidement Jason, en voyant mon expression. Mais ça a été un électrochoc. Il est beaucoup seul maintenant. Kimberly lui rend visite quand elle le peut, mais sa résidence en chirurgie la tient occupée. Il a d'abord refusé d'engager de l'aide, mais après avoir brûlé le dîner et déclenché les détecteurs de fumée, les voisins m'ont appelé. J'ai étudié la photo de mon père. Il avait l'air plus vieux, diminué en quelque sorte. Je suis désolé d'apprendre qu'il ne va pas bien, ai-je dit honnêtement. Mais je ne sais pas ce que tu attends de moi avec cette information. Jason a haussé les épaules. Rien, nécessairement. Je pensais juste que tu devrais savoir. J'ai posé l'article sur le comptoir, me promettant de m'en occuper plus tard. Aujourd'hui était à la célébration, pas à la réouverture de vieilles blessures.
La fête s'est déroulée autour de moi, un rassemblement joyeux de personnes qui nous soutenaient. Mes collègues de Ligue 12 Presse discutaient avec les amis techniciens de Scott, et tante Patricia échangeait des conseils de jardinage avec notre voisin d'un accent grave côté. Jason s'est progressivement détendu, montrant un intérêt inhabituel pour la discussion d'un de nos auteurs sur la thérapie narrative. Alors que le soir approchait, Scott a attiré l'attention de tout le monde, levant son verre. Il y a un an, Amanda et moi avons pris la meilleure décision de nos vies, déménager à Portland. Mais le voyage a commencé plus tôt, avec un moment de vérité lors d'un certain dîner de retraite. Des regards entendus ont été échangés entre ceux qui connaissaient notre histoire. Cette nuit aurait pu nous briser, mais au lieu de cela, elle nous a libérés. Il s'est tourné vers moi, ses yeux doux. À Amanda, qui m'a appris que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que la vie vous met à terre. Et à vous tous, qui êtes devenus notre famille de Portland, merci de nous accueillir exactement tels que nous sommes. Les verres se sont entrechoqués alors que tout le monde portait un toast. Debout là, entouré d'une affection sincère, j'ai ressenti une plénitude que j'avais passé des décennies à chercher. La validation que j'avais désespérément cherchée auprès de mon père avait toujours été un mirage, disparaissant à mesure que j'approchais. La véritable acceptation, avais-je appris, n'exigeait pas de me contorsionner pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Après le départ de nos invités, Jason nous a aidés à nettoyer, étrangement domestique en chargeant le lave-vaisselle. J'ai une confession à faire, dit-il, pliant un torchon avec une précision inattendue. Je vois un thérapeute depuis 8 mois maintenant. C'est super, Jason, ai-je dit, sincèrement heureuse. Ça change ma façon de voir tout. Papa. Moi-même. Toi. Il s'est appuyé contre le comptoir. Savais-tu que j'étais jaloux de toi en grandissant? J'ai failli laisser tomber l'assiette que je rinçais. Jaloux de moi? Tu étais l'enfant en or. J'étais l'enfant obéissant, a-t-il corrigé. J'ai fait tout ce que papa voulait et j'ai eu son approbation, bien sûr. Mais toi, tu as toujours su qui tu étais. Même quand ça t'a tout coûté, tu es resté fidèle à toi-même. Je n'ai jamais eu ce genre de courage. Nous avons parlé tard dans la nuit après que Scott soit allé se coucher, partageant des perspectives sur notre enfance qui m'ont fait voir des événements familiers sous un nouveau jour. Quand Jason est finalement parti pour son hôtel, il m'a serré fort dans ses bras. Je suis désolé de ne pas avoir été un meilleur frère, a-t-il murmuré. Nous écrivons une nouvelle histoire maintenant, lui ai-je rappelé. C'est ce qui compte. 3 jours plus tard, en visitant la librairie Powell S. Books, j'ai reçu un texto de Kimberly, la première communication directe en des mois, papa demande après toi. Probablement rien. Je pensais juste que tu devrais savoir. Je suis resté figé parmi les étagères, ma main se posant instinctivement sur mon ventre légèrement arrondi. L'ancienne Amanda aurait tout laissé tomber, se serait précipitée à Boston, désespérée pour cette ouverture potentielle. La nouvelle Amanda a reconnu le message pour ce qu'il était, la manière de Kimberly de transférer la responsabilité, de faire de toute séparation continue mon choix plutôt que celui de notre père. Après mûre réflexion et une longue discussion avec Scott, j'ai composé une réponse simple, merci de me l'avoir fait savoir. J'espère qu'il se rétablira bien. Pas une porte claquée, mais pas non plus une ruée désespérée à travers une porte ouverte. Juste la reconnaissance d'une humanité partagée qui existait indépendamment de notre relation brisée. 2 semaines plus tard, j'ai eu une rencontre fortuite qui a cristallisé à quel point j'avais progressé. En rendant visite à un ami à l'hôpital après une intervention chirurgicale mineure, j'ai tourné un coin et j'ai failli entrer en collision avec mon père. Il a semblé surpris, puis méfiant. Il avait perdu du poids, et un léger affaissement affectait un côté de son visage, preuve de l'AVC que Jason avait mentionné. Amanda, dit-il, sa voix plus rauque que dans mon souvenir. Papa, ai-je répondu, surprise par mon calme stable. Jason a mentionné que tu avais des problèmes de santé. J'espère que tu vas mieux. Il a hoché la tête avec raideur. Juste un contrôle. Rien de grave. Nous nous sommes tenus maladroitement dans le couloir de l'hôpital, le personnel médical s'écoulant autour de nous comme un ruisseau autour de 2 rochers têtus. Tu as l'air différente, a-t-il finalement dit. J'ai souri légèrement. Je suis enceinte. Accouchement prévu en novembre. Quelque chose a vacillé sur son visage, de la surprise, peut-être une pointe d'une émotion plus profonde, rapidement réprimée. Je vois. Félicitations. Merci.
Un autre silence s'est étiré entre nous, rempli de décennies de choses non dites. J'ai réalisé que j'attendais quelque chose ou une excuse, peut-être, ou une reconnaissance de la douleur qu'il avait causée. Mais son expression est restée soigneusement neutre, sa posture rigide. Je devrais y aller, ai-je dit finalement. Mon ami attend. Il a hoché la tête. Salut Scott de ma part. C'était une politesse si conventionnelle, si en décalage avec notre dernière interaction, que j'ai presque ri. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et je suis passé devant lui, continuant dans le couloir. Ce qui m'a frappé par la suite, ce n'est pas ce qui s'était passé, mais ce qui ne s'était pas passé. Pas de rythme cardiaque accéléré, pas de vision en tunnel, pas de besoin désespéré de le faire m'aimer. J'avais parlé à mon père comme une adulte à un autre, sans que le poids de mes blessures d'enfance ne dicte mes réponses. La rencontre m'a laissé contemplative mais pas dévastée. Il ne changera jamais, ai-je dit à Scott ce soir-là. Pas fondamentalement. Probablement pas, a convenu Scott. Ça te va? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense que oui. Pour la première fois, je comprends vraiment que ces limitations ne sont pas mon échec. Cet automne-là, alors que les arbres de Portland prenaient des teintes brillantes d'orange et de rouge, nous avons préparé notre maison pour le bébé. Jason est venu 2 fois, apportant des cadeaux somptueusement inutiles pour sa future nièce ou son futur neveu. Tante Patricia a envoyé des courtes pointes faites à la main et des nouvelles régulières de la famille, y compris le potin que mon père voyait une femme de son église, une veuve qui tolérait apparemment sa personnalité difficile. Tant mieux pour lui, ai-je dit en l'apprenant, le pensant sincèrement. Son bonheur ou son malheur ne définissait plus le mien. Fin novembre, notre fille, Lily Eleanor Taylor, est née. Après 20 heures de travail, la tenant pour la première fois, j'ai été submergé par un amour si féroce et inconditionnel qu'il m'a fait pleurer. Elle est parfaite, a murmuré Scott, touchant doucement ses petits doigts. En regardant le visage paisible de notre fille, j'ai fait une promesse silencieuse, elle grandirait en sachant qu'elle était assez, exactement telle qu'elle était. Sa valeur ne serait jamais liée à des réalisations ou à la conformité à la vision de quelqu'un d'autre. Elle serait aimée pour son moi authentique, quelle que soit la forme que cela prendrait. Jason est venu en avion pour rencontrer sa nièce la semaine suivante, la berçant maladroitement avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Elle a les yeux de maman, a-t-il observé, touchant doucement sa joue. Je le pensais aussi, ai-je dit, heureuse que quelqu'un d'autre ait remarqué la connexion avec notre mère. Il a hésité, puis a ajouté, j'ai parlé d'elle à papa. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a demandé à voir une photo. J'ai hoché la tête, ni encouragé ni affligé par l'information. Mon père était maintenant une figure périphérique dans mon histoire, non plus sa force déterminante. À l'approche de Noël, nous avons organisé un petit dîner pour notre famille choisie, des amis qui étaient devenus essentiels à notre vie à Portland, Jason et sa petite amie maintenant sérieuse, Claire, et tante Patricia. Notre maison rayonnait de chaleur et de rire, Lily passant de brasement en brasement pendant que nous partagions de la nourriture et des histoires. Après le dîner, alors que nous nous rassemblions dans le salon avec le dessert, Scott a proposé un toast. À la famille, a-t-il dit simplement. Pas seulement celle dans laquelle nous naissons, mais celle que nous créons par l'amour et par le choix. À la famille, a répété tout le monde, les verres levés. En regardant ces gens qui m'acceptaient complètement, qui voyaient mes forces et mes faiblesses et m'aimaient quand même, j'ai enfin compris la leçon de ce douloureux dîner de retraite 1 an et demi auparavant. Ce qui avait semblé être une fin, le rejet final de mon père avait en fait été un début. En me levant et en sortant avec Scott cette nuit-là, j'avais fait le premier pas vers la découverte de mon vrai foyer. Lily a commencé à s'agiter, et je me suis excusé pour l'allaiter dans le calme de sa chambre. En me balançant doucement dans le fauteuil que Scott avait restauré pour nous, j'ai étudié le visage parfait de ma fille et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Tu n'auras jamais à mériter mon amour, lui ai-je murmuré. Il est déjà à toi, complètement et pour toujours. À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais offert le même cadeau, l'acceptation inconditionnelle de qui j'étais, indépendamment des réalisations ou de la validation externe. Le voyage n'avait pas été facile, et il y avait encore des jours difficiles, mais j'avais trouvé mon chemin vers une vérité qui m'avait échappé pendant 32 ans, j'étais assez. J'avais toujours été assez. Le son des rires provenait du salon, et la petite main de Lily a saisi mon doigt avec une force surprenante. C'était mon héritage maintenant, non pas la déception de mon père, mais l'avenir de ma fille. Non pas un chemin dicté par les valeurs de quelqu'un d'autre, mais un que je créais avec chaque choix authentique.
Quelle est votre histoire de libération des attentes familiales toxiques? Quelqu'un s'est-il déjà levé pour vous quand vous ne pouviez pas le faire vous-même? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est, lui aussi, assez, exactement tel qu'il est. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Souvenez-vous, parfois la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de nous éloigner de ce qui nous blesse pour nous diriger vers ce qui nous aide à guérir.